Salut à toutes, salut à tous. C'est la 6e étape de l'UAE Tour après l'étape toute plate mais un petit peu folle d'hier. Et on est reparti pour une étape toute plate. Est-ce qu'elle sera aussi folle? C'est pas sûr. Je pense pas que Pogacar va passer 2 jours à l'avant. Par contre, ce qu'on aura, c'est sûr, c'est la lutte pour le maillot noir entre les deux équipes italiennes. Et ce qu'on aura aussi, c'est à peu près sûr, c'est une arrivée avec un sprint massif sur cette étape de 167 km entre l'Abu Dhabi Cycle Club et l'Abu Dhabi Breakwater. Voilà, on est encore autour d'Abu Dhabi. 2 sprints intermédiaires, des petits points à prendre pour le maillot noir en cours d'étape. Et c'est à peu près tout. C'est vraiment plat. Les favoris, c'est toujours les mêmes. C'est Merlier, c'est Philipsen, c'est Milan, c'est Groenewegen, c'est Jacobsen. C'est aussi Malucelli, dont on a découvert hier, quand même l'Italien, qui a pris la 2e place. C'est aussi Daniel Maclay, par exemple, le sprinter de Visma Lease qui remplace du coup Olaf Koy, qui lui a abandonné. C'est Arvin De Klein pour la Tudor et quelques autres. On va voir aujourd'hui qui s'en sortira le mieux sur cette étape qui ne compte pas le moindre relief. C'est la 6e de l'UAE Tour. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Allez, c'est parti. Le drapeau est agité et direct des attaques. Ils sont 2 et on les connaît très bien. Là, moi, je les reconnais, ça y est. Je les connaissais pas avant, je peux vous dire que là, je les connais. Georgi Djuric, avec son maillot noir, accompagné... Ah, c'est pas Carlos Samudio qui est parti avec lui. C'est un de son équipier, mais c'est Christian Sbaragli, qu'on avait vu aussi à l'attaque à l'avant hier. Là, c'est les 2 coureurs de la Vini Fantini qui sont partis direct. La Bardiani n'est pas encore là, n'est pas parti. Ça y est, derrière, j'en vois un de la Bardiani avec un autre coureur de la Vini Fantini. La Vini Fantini, quand même, a l'air plus impliquée que la Bardiani dans cette lutte pour le maillot noir, je trouve. La Bardiani, on a vu que Tarozzi et quelques fois Biagini, alors que la Vini Fantini, on a vu 4-5 coureurs différents se mêler à cette lutte ou aider dans cette lutte. Et donc là, voilà, on a... Djuric et Sbaragli en tête et derrière 2 coureurs qui reviennent. Je suppose que c'est Tarozzi. Est-ce qu'il est accompagné de Samudio ou d'un autre? C'est bel et bien Tarozzi et c'est bel et bien Samudio. Voilà, on les connaît bien et la Bardiani là, il va être encore tout seul contre 3 et qu'est-ce qu'il peut faire le pauvre Tarozzi? C'est pas bon du tout. C'est courageux de sa part d'y aller toujours, mais là voilà, il est vraiment en infériorité numérique. Je vois pas comment il peut s'en sortir, d'autant plus que on l'a vu, c'est pas forcément le meilleur sprinter de ceux-là. Djuric et Samudio semblent au-dessus. Voilà, il bloque le trou, mais il est tout seul. Ils sont 4 devant. Tarozzi, donc pour la groupe Bardiani Faisene. Et puis Sbaragli, Djuric et Samudio pour la solution Tech Vini Fantini. 3 contre 1. Ça s'annonce très très compliqué pour Tarozzi s'il n'y a pas d'autres Bardiani qui sortent tout de suite. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Alors qu'on vient juste de partir, c'est vraiment le premier kilomètre. Et le peloton qui les a laissés partir, pas d'autres mouvements pour l'instant. On a 4 hommes en tête. Ça s'amuse un peu dans le peloton. Là, on est à 154 km de l'arrivée. On vient à peine de partir, ça fait 10-15 km. Les échappés ont déjà 3 minutes 30 d'avance. Et il y a des semblants d'attaque dans le peloton. Je ne sais pas s'ils le font un peu pour s'amuser, pour narguer un peu Pogacar après ce qu'il leur a fait hier. On a vu Ciccone, on a vu Bilbao lancer des petites accélérations. Et du coup, le peloton qui est en file indienne. Alors, ils attaquent. Ensuite, ils se retournent un peu et rigolent avec les quelques coureurs qui les ont suivis. Je ne suis pas sûr que ce soit des choses aussi volontaires et aussi réelles que l'attaque de Pogacar hier. C'est plus pour un peu secouer le cocotier, mais de manière plus amicale. Mais ça n'a pas fait d'écart en tout cas. Mais on a vu plusieurs attaques. On a vu Philipsen se porter à l'avant, alors que jusqu'à présent, c'était vraiment un rythme de sénateur. Mais pas d'écart définitif. Je pense pas qu'il y a une échappée qui va se faire pour rejoindre l'échappée devant. Surtout que là, l'écart est grand. 3 minutes 30, ils n'avaient pas eu autant d'avance, les hommes d'hier. Allez, 98 km de l'arrivée. Les 4 échappés ont 2 minutes d'avance et personne ne s'est joint à eux. Le peloton s'est très vite calmé. Aucun coureur de la Bardiani
n'a fait d'autres mouvements pour tenter de soutenir Tarozzi, qui est donc seul face à 3 coureurs de la Vini Fantini. On va voir comment il va s'en sortir. Est-ce qu'il va essayer d'anticiper, d'attaquer avant? Et on voit une première attaque du coup. Et c'est Sbaragli, il me semble, qui a fait l'attaque. Sbaragli avec Djuric dans sa boue. C'est étonnant que ce soit un coureur de la Vini Fantini qui attaque plutôt que Tarozzi. Ça n'a pas fait d'écart. Tarozzi, il a bien réussi à suivre. C'est Djuric qui continue son effort et Tarozzi toujours dans sa roue. Ils n'ont pas réussi à lâcher Tarozzi. C'est un coup pour rien là pour les 3 coureurs. Et du coup, c'est Sbaragli qui s'est un petit peu fait lâcher. Il va devoir faire un effort pour rentrer. Pas très bien joué de la part de la Vini Fantini ce coup-là. Après, il y a la question de savoir est-ce que tout le monde travaille pour Djuric parmi la Vini Fantini ou est-ce que tout le monde a un petit peu sa carte à jouer, notamment Samudio qui est pas loin au classement. Peut-être qu'il y a carte blanche entre Samudio et Djuric pour se jouer ce maillot noir et que du coup, ils s'attaquent aussi entre eux un peu pour ça. Là, ça donnerait une lutte encore plus intéressante. Allez, c'est Sbaragli qui reprend la main. Il a Samudio dans sa roue. Tarozzi en 3e position et Djuric qui ferme la marche alors qu'on s'approche à grands pas. Là, du sprint, on est à 800 mètres. Un petit regard de côté là pour Tarozzi qui regarde ce que Djuric fait derrière lui. Il sait qu'il est a priori plus fort que lui, donc il ne faut pas qu'il se fasse trop surprendre. On est très près de la ligne désormais. Et c'est Djuric qui lance le premier. C'est Djuric qui lance le premier, c'est le plus puissant, il faut qu'il parte de plus loin. Il a Tarozzi qui tente de doubler, il y a Samudio qui est aussi bien intercalé, mais c'est Djuric. Bien joué, la Vini Fantini, c'est Djuric qui s'impose, du moins qui remporte ce sprint intermédiaire devant Samudio et devant Tarozzi, qui ne prend que 3 petits points, alors qu'il y en a 8 pour Djuric et 5 pour Samudio. Allez, Tarozzi là, qui essaie de contrer, ou plutôt qui poursuit son effort, parce que Sbaragli, lui, il n'a pas pris part au sprint du tout. Et du coup, il est un petit peu loin derrière. Alors Tarozzi se dit, si au moins je peux en lâcher un, que je n'ai plus que 2 contre moi au lieu de 3, ce serait déjà pas mal. En tout cas, Sbaragli, là maintenant, s'il veut revenir, il va devoir faire un effort. Parce que Tarozzi, il a continué. Là, il y a un écart pour l'Italien de la Vini Fantini pour revenir sur les 3 hommes de tête. En tout cas, au sprint, il n'y a pas eu photo. Djuric, on le voit dans sa carrure. Hein. Il est beaucoup plus grand que les autres. Et du coup, il s'impose sur ce sprint intermédiaire. Il a désormais 8 points de plus, il a 40 points. Et soit 10 points de plus que Tarozzi, qui en a 30. Et Samudio est 3e de ce classement avec 28 points. Ça commence à sentir bien bon pour Djuric, ce maillot noir. Ils ont 2 minutes d'avance, alors que Sbaragli parvient à rentrer sur les 4 hommes de tête, sur les 3 hommes de tête qui sont 4 donc désormais. Tarozzi, son mouvement n'a pas réussi. Ils ont 2 minutes 13 exactement d'avance à 93 km de l'arrivée. Il n'a plus qu'une chaussure, Samudio. Il continue. Il avait des problèmes de chaussures, donc il a commencé à en changer. Il en a changé une. Ensuite, il a donné sa chaussure droite, qu'il a échappée, qui est tombée sur la route. Et il n'a pas récupéré la nouvelle. Donc là, il pédale avec. Ça fait déjà. En fait, il y a eu une descente et du coup, la voiture pouvait plus trop la suivre dans la descente. Il n'a pas pu récupérer sa chaussure. Ça y est, il vient de récupérer finalement une. Il a dû faire au moins. Là, ça fait au moins 1 kilomètre qu'il a une chaussure et qui pédale avec une chaussette avec l'autre pied. Ça y est, il vient de remettre sa chaussure, Samudio. Alors, c'était vraiment. Déjà, il a échappé une chaussure qui est tombée sur la route. Alors, des bidons, on en retrouve sur la route, ça c'est normal. Des chaussures, c'est plus rare, ça coûte cher. Donc je pense que la voiture de la Vini Fantini, là, elle va faire demi-tour pour aller chercher la chaussure qu'elle a fait tomber. D'autant plus qu'il n'y a personne sur le bord de la route. Hein. Pour la récupérer, le Tour des Émirats Arabes Unis, c'est pas, une ferveur populaire, même s'il y a quelques personnes. Hein. Mais voilà, Samudio, ça y est, et du coup, il a forcément pris un petit peu de retard. Il va faire un petit effort et il va rejoindre les 3 autres de tête. C'était laborieux, hein, ce changement de chaussure. Je ne sais pas pourquoi il a du besoin, mais il était là à pédaler avec une chaussure et c'est tout. Allez, on va profiter de ce petit moment cocasse pour présenter un des échappés. On va faire honneur au maillot noir, là, celui qui le porte et qui est bien parti pour le porter jusqu'à la fin. À mon avis, George Djuric, le Serbe de la Team Solution Tech Vini Fantini. Il a 24 ans, notre ami George Djuric. Il a signé cette saison à l'équipe italienne en Pro Tour. Auparavant, il évoluait dans l'équipe slovène de l'Adria Mobile en division continentale. La continentale, c'est la 3e division du cyclisme. Hein. Il y a la première division qui sont les équipes World Tour, la seconde division qui sont les équipes Pro Tour. Il y a à peu près 18 World Tour et 18 Pro Tour. Et puis la 3e division qui est donc les équipes continentales
Et là, elles sont plus d'une centaine. Hein. C'est en gros toutes les autres équipes professionnelles du monde. Il y en a de tous les pays. Il y en a plein, 100, 150. Et donc, l'Adria Mobile en faisait partie, mais il l'a quitté, donc la 3e division, pour monter cette saison en 2e division à la Pro Tour avec la solution de Tech Fantini. C'est donc la première course World Tour de sa carrière auquel il participe, hein, Djuric. Donc, s'il en repart avec un maillot distinctif, ça serait quand même énorme. Dans sa carrière, une seule victoire professionnelle comptabilisée, c'est le championnat de Serbie. Voilà, il était champion de Serbie en 2020. Il faut dire que la Serbie, si c'est un grand pays de tennis, c'est pas une grande terre du vélo. Donc voilà, c'était la concurrence est évidemment un petit peu limitée. D'ailleurs, il a toujours bien classé. Hein. Donc il a gagné en 2020. Il a fait 4e en 2019, en 2024. Il a fait 2e en 2023. Il faisait d'ailleurs 2e également du chrono sur ses championnats nationaux. Et puis il a remporté une autre course qui n'est pas comptabilisée comme professionnelle, mais quand même une étape du Tour de l'Albanie l'an passé. Une échappée en solitaire. Donc voilà, Georgi Djuric, un gros gabarit. Hein. Il fait 1m93, 78 kg, de la puissance. On est plus sur du gros rouleur. Et là, il a le maillot noir. Il a un maillot distinctif World Tour. Chose qu'au final, voilà, le nombre de coureurs qui ont réussi ça au cours de leur carrière, il y en a pas mal, mais ils sont loin d'avoir tous réussi. Et donc, s'il arrive à garder ce maillot noir jusqu'au bout, ce serait une belle réussite pour Georgi Djuric. À l'avant aujourd'hui avec Samudio Esbaragli, ses collègues, et avec Tarozzi, son adversaire de la Bardiani. 85 km de l'arrivée, ils ont 2 minutes 12 secondes d'avance, l'écart qui est totalement stabilisé désormais, avec un peloton qui est emmené surtout par la Red Bull Borans Gros aujourd'hui, qu'on voit beaucoup à l'avant. Les coéquipiers de Sam Welsford et de Danny Van Poppel qui aujourd'hui prennent les choses en main. Ça veut dire que Welsford se sent bien et on devrait le voir dans le final. Ça devient compliqué pour les échappés là. Hein. Il n'y a plus que, il y a quasiment plus rien. Il n'y a plus que 19 secondes d'avance. On est à 66 km de l'arrivée. Est-ce qu'ils vont être repris avant ce second sprint intermédiaire, ou est-ce qu'ils vont tenir? Est-ce que le peloton va leur redonner un peu du lest? Le prochain sprint intermédiaire, il est encore, il n'est pas pour tout de suite. Hein. Il est même dans 30 km à peu près. Donc voilà, là ça va pas dépendre d'eux, hein. Ça va dépendre du peloton. Est-ce qu'ils vont vouloir les reprendre, ou est-ce qu'ils vont les laisser se renvoler un petit peu pour se disputer ce dernier sprint intermédiaire? On va voir, mais là l'écart qui a progressivement diminué sur ces grandes routes balayées par le vent, cette grande autoroute autour d'Abu Dhabi. C'est l'Alpecin de Koen qu'on a vu, hein, qui a pas mal accéléré et qui explique cet écart qui a fortement diminué désormais. 50 km de l'arrivée, l'écart qui est un petit peu remonté, hein, c'est descendu à 18 secondes, et là on est à 45 secondes d'avance pour les échappés qui se démènent pour arriver jusqu'au second sprint intermédiaire avant le peloton, qui a également légèrement baissé le pied, hein, le peloton, pour laisser cette échappée un peu tranquille. 50 km de l'arrivée, on va parler d'un petit favori du jour. Alors j'ai fait Philipsen, j'ai fait Milan déjà, on va faire le troisième gros favori qui s'est imposé hier, Tim Merlier, le Belge. Alors à comparaison de Milan ou de Philipsen, il est quand même beaucoup plus vieux. Il a déjà 32 ans, Tim Merlier. On peut avoir l'impression qu'il est assez nouveau, mais en fait, non, ça fait longtemps qu'il est là quand même, Merlier. Il a passé toute sa carrière professionnelle du côté de la Soudal Quick-Step? Non, puisqu'il avait commencé du côté de l'Alpecin Phoenix, hein, en 2020-2021, du côté de la Pro Tour. Avant, il était en division continentale. En fait, il a passé beaucoup de temps au continental, puisqu'il a commencé en 2010. Il était en 2011 du côté de la Sunweb Revor. Et il a passé pas mal de temps avant de rejoindre en 2020 donc la seconde division avec l'Alpecin Phoenix. Et l'an passé seulement, il a rejoint une équipe World Tour, la Soudal Quick-Step. Tim Merlier, c'était sa première expérience il y a 2 ans. C'est donc sa 3e saison seulement en World Tour, à 32 ans. Il compte par contre déjà beaucoup de victoires. Hein. 54 victoires dans sa carrière. Et pas des moindres. 4 victoires notamment sur le Giro. 6 victoires sur le Tour des Émirats Arabes Unis, hein, en comptant celle d'hier. Une victoire d'étape surtout sur le Tour de France quand même en 2021. Il a été donc champion d'Europe l'an passé. Il porte le maillot distinctif. Il a remporté également encore 3 étapes du Tour de Pologne. Hein. Ça, c'est aussi une course World Tour. Du côté des classiques, une seule classique remportée de niveau World Tour, c'est la classique Bruges-La Panne. Et puis, voilà, d'un point de vue des grands tours, donc, il en a fait 4. 2 Giro, une Vuelta, une Tour de France. Et il compte déjà, donc voilà, une victoire sur le Giro en 2021, une victoire sur le Tour de France en 2021,
Et puis 3 victoires sur le Giro 2024. Lors de la Vuelta en 2022, il n'avait jamais fait mieux que 3e. Du côté des monuments, il n'a pas eu de réussite. Il a fait 4 Paris-Roubaix, 2 Tours des Flandres. Et il n'a jamais fait mieux que 23e sur Paris-Roubaix en 2023, Tim Merlier. Depuis le début de la saison, il compte déjà 3 victoires d'étape, 2 victoires sur l'Aloula Tour en Arabie Saoudite, au sprint évidemment, et puis donc une victoire hier sur le tour, sur cette UAE Tour. On va voir ce qu'il va faire aujourd'hui, Tim Merlier. Il aura fort à faire face à lui, mais il aura au moins déjà un adversaire de moins parce que la chute d'hier a quand même fait un petit peu de dégâts. On n'en a pas dit, mais il y a plusieurs coureurs qui ne sont pas repartis aujourd'hui, et notamment Dylan Groenewegen, le leader et le sprinter de la team Jayco Alula, ainsi que Fernando Gaviria, le sprinter colombien de la Movistar, auquel s'ajoutent Victor Langelotti, d'Ineos Grenadier et Lars Kraps de la Lotto, mais également Paul Sexas, le jeune français de la Decathlon AG2R, la Mondial Team, on l'a vu hier, il a chuté et il est pas reparti aujourd'hui. C'était le français le mieux classé au classement général. Alors là, le nouveau français le mieux classé, il va être très 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 loin dans le général. Donc voilà, une chute qui a fait des dégâts hier avec 5 coureurs qui ne sont pas repartis aujourd'hui. Et notamment les sprinteurs, donc Dylan Groenewegen et Fernando Gaviria, 2 adversaires de moins pour Tim Merlier. Ils vont y arriver les échappés. On approche du sprint intermédiaire, on est à 25 km de l'arrivée. Ils ont toujours 45 secondes d'avance. Ça va donc le faire. Le peloton a été gentil, on va dire, cette fois-ci. Pogačar et compagnie ne sont pas venus les rejoindre et les gêner dans leur lutte. Ils sont toujours 3 contre 1, évidemment. 3 Vini Fantini contre 1 Bardiani. On va voir ce que Tarozzi, qui n'a pu faire que 3e hier, c'est un petit peu sa dernière chance, puisque demain, c'est la dernière étape. Il y aura encore 2 sprints intermédiaires, donc encore 2 x 8, 16 points à les prendre. Mais là, il a déjà 10 points de retard. Si il finit encore 3e et que Djuric s'impose, il en aurait 15 de retard. Donc aller chercher 16 points sans que Djuric en prenne aucun demain, ce serait quasiment mission impossible. Donc là, il est important celui-là, ce sprint pour Tarozzi. Et si on veut avoir encore du suspense demain pour ce maillot noir, quand même, ce serait cool. Et c'est maintenant que ça se joue. Le scénario est similaire au premier sprint, avec Sbaragli qui mène, Samudio en 2e position, Tarozzi en 3e et Djuric en dernière position. C'est exactement similaire. Alors est-ce que ça va être pareil avec Djuric qui attaque en premier? Pour l'instant, Tarozzi, il n'a pas essayé de partir de loin du tout cette fois-ci. Il n'y a pas eu la moindre attaque. Ils sont arrivés les 4 groupés sur ce sprint. Le scénario est un petit peu identique avec Djuric. Et oui, Djuric qui attaque en premier. Oh, et Tarozzi, il a raté. Oh, Tarozzi s'est complètement raté. Il n'est pas parti de Tarozzi et se fait avoir largement Djuric qui va passer facilement devant Samudio. Et Tarozzi, là, il est... Je ne sais pas bien ce qui s'est passé. Il a essayé de partir. D'abord, il s'est arrêté. Djuric est parti. Et voilà, Djuric et Samudio se tapent dans la main. Ils savent que là, c'est quasiment fait désormais pour Djuric, qui passe en tête. Il a donc désormais 48 points. Alors que derrière, Samudio et Tarozzi sont ex-aequo avec 33 points. Et là, Tarozzi, il a lancé en fait, et puis il s'est arrêté. Et Djuric, lui, il a profité de son premier lancement et il a continué. Et du coup, dans un deuxième temps, Tarozzi s'est remis en danseuse pour repartir. Mais là, c'était raté. Là, c'est pas un sprinter Tarozzi, c'est plus un grimpeur a priori. Et là, il a complètement raté. Samudio et Djuric ils sont allés jusqu'au bout. Ils auraient pu se relever avant parce qu'ils n'avaient pas vu que Tarozzi s'était quasiment relevé. Il termine plusieurs mètres derrière. Et Sbaragli, lui, encore une fois derrière. 15 points d'avance pour Djuric. Il ne reste que 16 points à prendre. C'est pas encore fait. Il faudra aller le faire demain, mais ça devrait se faire pour le Serbe Djuric. On est à 22 km. Ils ont 50 secondes d'avance. Je pense qu'ils vont tranquillement se relever, se faire manger par le peloton. Et on aura un sprint massif. Aujourd'hui, on aura eu une étape vraiment classique de plat. Et pas de folie aujourd'hui. Mais attention à sprint, après des étapes aussi calmes, ça peut être aussi parfois dangereux. Il faudra donc garder sa lucidité. On espère qu'il n'y aura pas autant de chutes et de dégâts qu'hier. Eh ben, ils se sont pas relevés. Voilà, je pensais qu'après leur sprint, mission accomplie. Eh ben, ils ont continué, les 4 hommes de tête. Et on est à 10 km de l'arrivée. Ils ont toujours 38 secondes d'avance. Ça n'a pas l'air encore de paniquer dans le peloton. Mais voilà, c'est beau ce que font ces 4 hommes devant. Là, ils n'ont pas abdiqué. Et ils vont chercher peut-être, au moins d'inquiéter le peloton le plus longtemps possible. C'est vraiment bien joué pour ces 4 coureurs-là. Alors qu'on a appris un abandon, c'est celui de l'équipier de Tarozzi
et qui était lui aussi bien classé dans cette lutte pour le maillot noir, Federico Biagini, qui a dû abandonner. Alors on ne sait pas pourquoi, probablement fatigué de tous ses efforts au cours des étapes précédentes. C'est encore un atout de moins pour Tarozzi et ça va compliquer encore plus la lutte pour le maillot noir. Et allez, 30 secondes d'avance, 9 km à parcourir. Jusqu'à quand vont-ils résister ces quatre échappés matinaux? On entre dans les 5 derniers kilomètres là. Et les échappés ont toujours 17 secondes d'avance. A priori encore, ils sont toujours tous les 4 ensemble. 5 km, ça commence à... Ouais, va falloir les chercher quand même pour le peloton. Et je crois que Tarozzi attaque là. Ouais, Tarozzi il attaque. Ils sont restés ensemble le plus longtemps possible. C'est normal, il fallait être à 4 pour aller loin. Tarozzi, il sait que par contre au sprint, il ne suffira pas. Et il a qu'un seul coureur qui l'a suivi. Djuric s'est arrêté. Est-ce que c'est Samudio ou Vantini? Je pense que c'est Samudio qui a réussi à le suivre. Sbaragli, il a beaucoup donné aujourd'hui. Ouais, ils sont plus que deux. Tarozzi et Samudio. Tarozzi qui demande un relais à Samudio. Là, Samudio, il pourrait le passer. Mais il doit être aussi à bout de force. En tout cas, pour Djuric et Sbaragli, non, c'est fini. Ils se sont retournés. Le peloton qui arrive derrière. Ils ont encore une dizaine de secondes d'avance. On est à 4,3 km de l'arrivée. Il est généreux, Tarozzi. Il est vraiment généreux. Il est tout seul face à 3. Et là, il demande un relais à Samudio. Samudio qui ne passe pas de relais, c'est vraiment pas cool là. Là, Samudio, je l'aimais bien, je suis déçu. Tarozzi, il est seul face à 3. Il a passé ses relais avec les 3 autres, alors qu'il aurait pu très bien dire aux 3 autres, vous êtes 3, je suis tout seul, débrouillez-vous. C'est lui qui l'attaque. Et là, Samudio lui file pas de relais. C'est quand même dommage. Ça y est, c'est un relais où je sais même pas s'il l'a pas attaqué, Samudio. En tout cas, c'est Samudio qui est en tête maintenant, avec Tarozzi dans sa roue. Ça y est, ça collabore. Ça collabore entre les deux hommes. Quand même, c'est logique. Ils ont le peloton juste derrière. Ils sont à 10 secondes. Ils souffrent. Ça va être compliqué, je pense. On est à 3 km de l'arrivée. Et le peloton, tel un ogre, est en train de revenir sur eux. Ils sont trop forts, les équipes de sprinteurs. En plus, c'est pas des petites équipes et c'est pas des petits sprinteurs qui sont là. Perdre une arrivée, une victoire d'étape au World Tour face à des équipes de seconde division, c'est quand même pas trop le style du peloton. Samudio et Tarozzi, ils sont là, ils souffrent. Mais voilà. Quelle générosité, bravo à Tarozzi. Seul contre 3, il aura tout donné. Mais non, ça y est, ils vont être repris. À 2,5 km de l'arrivée. Le peloton est... Ouh là là, du coup là, c'est chaud parce qu'ils sont repris à pleine vitesse. Et le peloton est obligé de s'ouvrir en deux un petit peu pour les éviter. C'est dangereux, mais voilà, la différence de rythme était assez énorme. Là, entre le peloton et les échappés, ça va à pleine vitesse. C'est la Jumbo-Visma qui roule. On a confiance en Daniel Maclay, puisque Olaf Koy n'est plus là. Mais la Visma Lease a Bike, bon sang, qui est en tête. Je vois la petite Picnic Postenel aussi bien placée, alors qu'ils n'ont plus Groenewegen non plus, mais ils ont encore Tobias Lund Andresen, qui est un bon sprinter. L'Intermarché Venti bien placé aussi pour Gerben Tiersen. L'Astana pour Malucelli, du coup, qui est également là. On est à 2 km de l'arrivée. C'est la Picnic Postenel qui est en tête. Je vois 4 coureurs de la Picnic Postenel dans les 4 premiers. Ils sont vraiment bien placés. Derrière, il y a Lidl Trek qui fait un effort sur la gauche pour ramener Jonathan Milan. L'Alpecin Phoenix, qui est l'Alpecin de Ken, qui est un petit peu bloqué. On a 2 vrais trains là. On a la Lidl Trek et la Picnic Postenel qui sont les mieux placés. Allez, l'Intermarché Venti qui se replace bien de l'autre côté de la route. On a un coureur de la Decathlon AG2R aussi qui est là. On roule probablement pour... je sais pas. Je sais pas qui est le sprinter de la Decathlon là. Milan est un petit peu loin. Il est en 15e position. On a des coureurs de la Picnic Postenel qui continuent de remonter. Attention, ça se retourne là. Ouf. Ça passe difficilement. On a des coureurs de la Tudor là. Un bon train de la Tudor. 3 coureurs qui sont parfaitement passés. Ils sont tout droit face à eux. Milan est bien bloqué. On a Jumbo-Visma qui est bloqué. Oh là, ça se touche. Ça se frotte des épaules. Ça y est, ça lance pour un coureur de la Lidl Trek. Mais Milan est bien loin derrière. C'est un coureur désormais de la Tudor qui lance. On a Philipsen qui est en fait très bien placé. Il n'a aucun équipe. Il y a Philipsen, mais il est dans le roue de la Tudor. C'est parti pour la Tudor et pour Arvind de Klein qui est parfaitement emmené. Est-ce qu'il va pouvoir ramener ça à nous? Il y a Tim Merlier qui surgit de nulle part là, qui double tout le monde. Attention, ça se frotte entre Philipsen et de Klein, mais Tim Merlier a surpris tout le monde. Il est parti de loin. Tim Merlier, il a encore un vélo d'avance et il va s'imposer avec facilité. Tim Merlier, oui. Oh là là, il a un vélo sur tout le monde. C'était un petit peu en zigzag cette fin d'étape. Il y avait des petits virages et du coup, c'était pas très clair. Il n'y avait pas vraiment tous les trains n'étaient pas là. Et Tim Merlier, il est sorti de nulle part pour d'un seul coup jaillir.
et faire un sprint étonnant. Là, il a fait une énorme accélération d'un coup et ensuite il avait pris trop d'écart et les autres sprinteurs n'ont pas pu revenir. Ils sont tous finis sur la même ligne, mais bien loin derrière Tim Merlier qui double la mise. Deuxième victoire consécutive, 2 victoires donc, tout comme Jonathan Milan. Ça va relancer aussi la course pour le maillot vert, là, pour le maillot de meilleur sprinter. Derrière, j'ai pas bien vu, il y a Milan qui revenait bien aussi pour peut-être prendre la 2e place, ce qui serait important dans la lutte justement pour ce maillot vert, alors qu'il était bien bloqué à un moment. Arvid De Klein, malgré avoir été bien amené, c'est lui qui a été le mieux amené par son coéquipier De Klein, mais voilà, dépassé ensuite par Merlier. Allez, on revoit le ralenti. Il part de très très loin en fait. Ah oui, d'accord, je comprenais pas d'où il venait. Il était en 15e position et d'un seul coup il est parti à pleine vitesse alors que les autres étaient encore suivaient simplement le coureur de la Tudor qui du coup n'était pas vraiment, c'était juste le lanceur, donc c'était pas le sprinter, et il a surpris tout le monde. Oh là là, il y a De Klein, il s'est fait bloquer. Il finit très loin, je sais pas, c'est Welsford, je crois, qui a bloqué De Klein. Derrière, il y a une lutte entre Milan Philipsen et Lund Andresen qui finissent tous les 3 sur la même ligne. Alors, dur de voir qui fait 2, 3, 4. Par contre, c'est facile de voir qui fait 1 parce que Tim Merlier, il finit vraiment avec 3 mètres d'avance sur tout le monde. Il est parti de très très loin en fait. C'est bien joué. Ou alors qu'il y a une chute en fait. Oh, on voit dans le ralenti qu'il y a eu une chute. Ah, il y a eu une chute qu'on n'avait pas du tout vue en direct. Il y a 2 coureurs, un coureur d'Ineos et un coureur d'Astana sur le sol. Ça s'est passé juste derrière le groupe du sprinter. Ils sont que 2 à être tombés, mais ça, on l'avait pas vu ça dans le direct. Allez, on reprend donc le classement, le top 10 de cette étape avec donc la victoire de Tim Merlier. C'est finalement Jasper Philipsen qui fait bien 2e devant Jonathan Milan 3e. Et puis Max Walscheid pour la team Jayco Alula qui fait 4e. Fabio Jakobsen pour la team PostNL qui fait 5e. C'était pas Lund Andresen, c'était Jakobsen qui est évidemment lui toujours là. Dusan Rajovic qui décidément là, c'est la solution tech Vidi Fantini, cette fameuse équipe dont on n'arrête pas de voir. Rajovic qui vient faire un top 6. Daniel Skerl pour la Bahrain Victorious qui fait 7e. Et puis, je pensais que c'était Sam Welsford qui avait un petit peu bloqué De Klein. En fait, c'était Van Poppel. Et là, Van Poppel, il a été relégué. Il a été relégué à la fin un petit peu de ce sprint. Du coup, on a un top 10 également pour un coureur de la Bardiani avec l'Italien Enrico Zanoncello. Il a un très beau nom de famille, Zanoncello. Il fait donc 8e. Sam Welsford, qui était bien là, termine 9e. Et puis, le coureur belge de la Lotto, Stefan de Schwittenir, qui prend la 10e place. Au niveau de la chute, donc cette chute qu'il y a eu dans le final, qui a mis 2 coureurs par terre, c'est Matteo Malucci, le sprinter italien qui avait fait 2e hier et qui est malheureusement tombé dans le final. Et également Carlos Rodriguez, le leader d'Ineos, là, qui est tombé. Il a été attendu par tous ses équipiers. Alors, ils n'ont pas perdu de temps, puisque la chute s'est vraiment produite dans le final. Mais voilà, ils se sont fait mal. Malucci termine dernier, donc, mais dans le même temps que Merlier et que tout le reste. Celui qui termine dernier, mais pas dans le même temps, c'est Johan Preiss Petersen, le coureur de l'Alpecin de Koenig, qui termine dernier à 2 minutes 28. Il a lâché un petit peu dans le final. Au classement général, là, il n'y a pas eu de changement. Il n'y a pas eu de petites secondes de prise comme hier. C'est Pogačar qui devance toujours. Tarling et Ivan Romeo. Ça sera demain la journée décisive pour ce classement général, à la fois pour la première place, mais on suppose que ça va être pour Pogačar, mais aussi pour le podium. Il sera plutôt là l'enjeu demain avec la montée finale. Au classement par points, malgré ces 2 victoires, Tim Merlier n'est que 2e. C'est toujours Jonathan Milan qui mène devant Tim Merlier et Georgi Djuric qui vient prendre la 3e place quand même de ce classement. Pour l'instant, c'est beau. Vu que demain, c'est une arrivée en sommet, ça devrait rester dans l'escarcelle de Jonathan Milan, puisqu'on voit mal Merlier ou Djuric prendre des points au sommet, et que Tadej Pogačar, il est 4e à 42 points, mais ça fait donc 23 points de retard, et il n'y a que 20 points à prendre au sommet. Et à l'arrivée, donc a priori, Jonathan Milan va remporter ce maillot vert, tout comme Georgi Djuric devrait lui remporter au moins le maillot noir. Il devance de 15 points Samudio et Tarozzi, sachant qu'il n'a plus que 16 à prendre demain. Ça devrait aussi le faire pour Djuric. Et puis, maillot de meilleur jeune, là par contre, il y a du suspense pour demain. C'est Joshua Tarling qui devance Romeo de 6 secondes et Finn Fischer-Black de 7 secondes. Dans cette compétition, on a aussi Lennart Van Endvelt et Oscar Onley. On a aussi Pablo Castrillo, Carlos Rodriguez, Mathieu Recitello. Donc, il y a du monde qui voudront aller chercher ce maillot de meilleur jeune dans lequel ne concourt pas Tadej Pogačar. Donc là, il y aura aussi du suspense pour demain, puisque demain, c'est la dernière étape.
Et puis c'est en gros l'étape reine, hein, la montée du Djebel Hafit, une montée de 11 km à 6,7% de moyenne. C'est toujours même le juge de paix de cette UAE Tour. Auparavant, ça aurait été tout plat, hein. Toute l'étape est toute plate, 2 sprints intermédiaires et puis la montée finale sur les 10 derniers kilomètres. Un scénario donc assez clair pour demain, avec une échappée qui devrait être reprise dans les premières pentes de ce peloton, et les favoris qui s'expliqueront et Tadej Pogačar qu'on essaiera de mettre en difficulté. Ça sera évidemment dur d'aller le bousculer. Il est tellement en forme, il semble tellement au-dessus du lot pour l'instant sur cette UAE Tour. Mais bon, on est à l'abri de rien, on n'est jamais à l'abri d'une surprise et on a hâte de voir la conclusion de cette UAE Tour. Ça sera demain pour la 7e et dernière étape. Salut à tous, salut à toutes.